Bonjour et bienvenue donc à toutes et à tous dans votre rendez-vous économique sur TV8 Mont-Blanc. 13 minutes pour découvrir, apprécier et se projeter dans l'environnement économique de la Savoie. Déguster des huîtres en visitant le bassin d'Arcachon, se régaler d'une galette au Mont-Saint-Michel ou faire l'expérience du reblochon. En Savoie, le tourisme n'est plus que visuel, il est olfactif et gustatif. Si pour l'instant le tourisme culinaire n'est pas encore très organisé en France par rapport à d'autres, certains professionnels commencent à associer lieux et saveurs. C'est le cas de l'entreprise Pasta et Aromi basée à Saint-Jean-de-Maurienne. Les tisons du diable en référence au pont du diable ou encore les tortillons de mandrin, une idée originale pour ramener chez soi un peu de la Savoie. C'est d'ailleurs à la Redoute Marie-Thérèse que nous avons rencontré le fondateur de cette entreprise. Quand le tourisme passe aussi par les papilles, c'est d'actualité et c'est un reportage signé Stéphanie Rège et Laurent Détès. La Savoie regorge de trésors et de légendes. En témoigne ce fort situé au-dessus de Modane et ce fameux pont du diable. Un pont qui a inspiré ses amoureux de pâtes italiennes. Les tisons du diable font partie d'une large gamme de pâtes qu'ils produisent à Saint-Jean-de-Maurienne. Sur le paquet, on retrouve le fort, le plan d'accès, la légende du pont du diable et à l'intérieur, une recette de caractère. Nous avons imaginé une pâte qui est un lien avec l'imaginaire diabolique, on va dire, qui est un mélange de pâte noire et rouge, dont le rouge est fait avec de la tomate et du piment. Et le noir, ça représente les cendres dans lesquelles vit le diable et qui est fait avec de l'encre de sèche. Donc que des produits naturels, dans une technique de fabrication typiquement italienne, néanmoins avec une histoire 100% maurianaise. Les rameaux à la mondeuse, les sapins, les fleurs comme l'Edelweiss, toute la Savoie se retrouve dans ces produits. Et puis, il y a des commandes, comme cette soupe qui fait revivre l'histoire de l'aumône du pain de mai de l'abbaye de Tamier. À la fin de l'hiver, les granges de Savoie étaient pauvres en blé, les populations avaient faim, et Saint-Pierre de Tarentaise, qui est le fondateur de l'abbaye de Tamier, distribuait aux pauvres le pain qu'il avait précédemment volé aux riches, et il distribuait la soupe. Et donc cette histoire, nous avons, avec frère Nathanaël, nous avons souhaité la faire revivre et nous avons symbolisé le pain avec le crozet, puisque le crozet est une spécialité de Tarentaise, de la Haute-Tarentaise, qui est un petit morceau de pâte qui est fait avec les mêmes ingrédients qu'avec le pain, c'est-à-dire de la farine blanche puis des œufs. Et ce crozet symbolise donc le pain qui était donné aux pauvres. Et puis nous avons mélangé des légumes qui nous donne tout simplement la soupe, qui est un repas aujourd'hui très à la mode, et c'est une spécialité qui est biologique. Et à l'intérieur de cette soupe de mai, donc vous avez toute l'histoire et de l'abbaye de Tamier, de Saint-Pierre de Tarentaise, et l'histoire de la soupe. Des produits vendus en grande surface et sur des lieux touristiques comme ici au Fort, une idée originale pour goûter et pour faire goûter la Savoie. Aujourd'hui, on considère que toutes ces spécialités ne sont pas uniquement des pâtes ou des crozets ou des soupes, ce sont avant tout des objets de souvenirs, ce sont des objets qui permettent de raconter leurs vacances et on espère que ce sont des objets qui donneront envie aux vacanciers de découvrir notre Savoie. Ces produits s'inscrivent finalement dans une tendance de fond qui revient sur le devant de la scène touristique, le tourisme culinaire. Alors vous avez le touriste culinaire occasionnel qui est ni plus ni moins, on l'a tous été, lors d'une destination, eh bien, vous allez visiter un marché, vous allez acheter un produit local. Donc là, vous êtes à un moment donné un touriste culinaire occasionnel. Après, il y a donc on va dire les vrais touristes culinaires qui, eux, vont choisir leur destination en fonction de l'intérêt culinaro-culturel que cette destination représente. Donc en fait, tout leur voyage va tourner autour de cours de cuisine, de visites de marché, de visites de fabriques locales. Et enfin, donc, il y a une troisième catégorie, alors peut-être un petit peu à part, qu'on appelle les touristes gastronomiques, qui eux alors ne recherchent pas forcément ce que recherchent les touristes culinaires, qui sont plus à la recherche d'authenticité. Là, les touristes gastronomiques, eux, choisissent des établissements
étoilés pour vivre des expériences gustatives d'exception. Crise sanitaire, besoin de manger le fait main, les raisons d'un retour aux sources sont multiples. Les individus aujourd'hui cherchent cherchent à vivre des expériences et le fait d'aller sur un marché, d'acheter un petit produit local, c'est quelque part vivre au travers de l'achat et de la consommation du produit une expérience riche en sensations olfactives, visuelles, auditives. Donc ça peut être une première explication. Une deuxième, et elle a été bien établie déjà depuis plusieurs dizaines d'années par les sociologues de l'alimentation, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les individus sont en quête d'un retour à de vraies valeurs, en quête d'authenticité, de repères qu'ils ont perdus au travers de l'alimentation. La France, forte de sa diversité et de sa qualité en matière gastronomique, ne fait pas pour autant office de modèle. Là où certains pays créent les routes gastronomiques ou des festivals autour d'un produit, la capitale de la gastronomie, comme on aime la qualifier, manque de visibilité. Il y a un véritable enjeu, parce qu'il y a une véritable demande. Donc pour nous, sur le territoire français, le véritable enjeu, c'est de rendre, encore une fois, l'offre visible. Sachant que la difficulté est que, et on en revient à différentes catégories de touristes culinaires, c'est qu'il faut à la fois proposer donc des offres qui sont des activités récréatives, mais aussi vraiment proposer des offres de tourisme culinaire à part entière. Et là, il s'agit vraiment de réfléchir à des stratégies de développement cohérentes. Et selon moi, c'est là où réside le principal enjeu aujourd'hui de la part des professionnels. Professionnels et organismes doivent donc trouver rapidement la recette adaptée à toutes ces envies. La France est aussi connue pour ses champignons. Je vous le disais, près de 3000 variétés poussent dans notre pays. Pleurote, chiitaï, champignons de Paris. Ces végétaux n'ont aucun secret pour Daniel Ferroux. Sa maison du champignon à la Motte-Servolex a été fondée il y a plus de 20 ans. Un métier qui exige rigueur, technicité et du temps, beaucoup de temps. La cueillette se fait à la main et n'attend jamais le lendemain. Quand la passion du champignon nous dévore, c'est le carnet de bord d'entrepreneurs. On était des ramasseurs de champignons à l'origine avec ma maman et puis mes frères. On allait dans la forêt quand on avait une douzaine d'années. Et puis je suis monté au salon de l'agriculture, j'ai vu du champignon, j'ai rencontré des gens, il y a eu des entretiens qui se sont faits. Moi, je me suis retrouvé donc à un moment donné donc au chômage et ensuite j'ai démarré, j'ai fait un tour de France. Donc j'ai passé dans 14 champignonnières. J'ai appris le métier parce qu'à ce moment-là, déjà le métier de champignonniste n'existait plus, il n'y avait plus d'école. Parce qu'avant, il y avait une formation de champignonniste et à ce moment-là, donc il n'y en avait plus. Et j'ai fait le tour chez ces autres producteurs où j'ai appris à brasser le fumier, à faire la matière première, à les vendre sur les marchés, à cueillir le champignon. Et c'est là que je me suis aperçu, déjà dans cette tournée que j'ai faite, que d'envoyer des personnes faire de l'accueil du champignon dans 500 ou 600 mètres dans des grottes, etc. et tout, moi qui arrivais de l'agroalimentaire, où on cherchait toujours la rapidité, etc. et tout, un fonctionnement le plus simple possible, ça ne pouvait pas fonctionner. Et quand je suis revenu, j'ai commencé dans l'ancien château d'eau, donc qui était sur la propriété de mes parents, c'est-à-dire c'était 400 mètres carrés sous terre. J'ai commencé les premières productions, on a commencé à faire 300 kg de champignons. J'ai commencé à faire 300 kg de champignons par mois pour aujourd'hui en faire 6 tonnes. Et on a fait une grosse période de développement. Le développement a duré pratiquement sur 15 ans. Où on est parti donc d'un petit local de 400 mètres carrés jusqu'à 3500 mètres carrés de bâtiments chauffés et climatisés. Je me cherche un petit peu pour transmettre aujourd'hui l'entreprise. Il faut déjà donc que la personne, ça lui plaise, parce qu'en fin de compte, c'est un travail, c'est 7 jours sur 7. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dire bon, on va faire une semaine de 35 heures, on va arrêter le vendredi, pas dans le champignon, parce que quelquefois, il faut cueillir, et ça arrive assez souvent, on cueille même le dimanche, si on veut faire de la fraîcheur, de la qualité. Le champignon, c'est passionnant. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'aussi c'est une profession qui décline et qui est très difficile, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise jamais les éléments des matières premières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui on est dans une salle, on a une très belle volée de champignons, demain ça peut être un petit peu moins,
et puis on joue, même qu'on est dans une salle fermée, on maîtrise une partie de l'atmosphère, mais pas complètement, c'est-à-dire qu'on dépend quand même des conditions climatiques extérieures, on dépend de notre matière première. Vous voyez, cette année on aura une paille qui va être certainement poussée par la sécheresse, donc qui va faire 50% de rendement de moins. On ne sait pas cette fermentation, comment elle va se passer, c'est-à-dire qu'à chaque période, à chaque saison, on est quand même sous la contrainte un petit peu de dire notre matière première, comment elle va se comporter. Et en fin de compte, c'est là-dessus qu'on rencontre un petit peu, parce que c'est passionnant dans le sens où on peut avoir des très belles volées de champignons, des moments on en a moins, et ça c'est dur un petit peu pour nous producteurs qui ne sommes pas importants vis-à-vis de nos clients, de faire comprendre ça à la grande distribution, qu'à des moments donnés on peut avoir du champignon, puis à des moments on en a moins, donc on ne pourra pas livrer. Et comme aujourd'hui on a toujours ce standard où on peut livrer à n'importe quel moment de tout, n'importe quel produit, et des fois on a des difficultés à ce niveau-là. Pour les vrais connaisseurs, le champignon, c'est quand même la fraîcheur. C'est-à-dire donc aujourd'hui, les personnes, nous on le voit un petit peu sur nos marchés, les gens qui recherchent un petit peu de la qualité, etc. et tout, ces gens sont très sensibles donc justement à la proximité, etc. et tout, pour avoir un champignon donc le plus frais possible. Parce que comme tout fruits et légumes, quand on a quelque chose de très frais, également donc on le ressent dans le plat qu'on va cuisiner. Des poules pondeuses élevées en plein air ont pris leur quartier dans le plus grand poulailler bio des Savoies à Thuzy, près de Rumilly. L'inauguration du bâtiment contenant 9000 poules a eu lieu le 7 juin dernier. Une idée signée Babycock, société spécialisée dans la production et la commercialisation d'œufs de poule, qui a proposé aux agriculteurs savoyards de diversifier leur activité avec la création d'ateliers de production de poules pondeuses élevées en plein air ou issues de l'agriculture biologique. En bref, toujours changement de propriétaire au restaurant L'Oreille du Loup à Saint-Béron, dans l'avant-pays savoyard. Sylvie Coquet, la nouvelle chef, propose une cuisine contemporaine d'inspiration paysanne en favorisant les producteurs locaux, avis aux amateurs. Et voilà une idée originale pour épater vos invités et amis pour un mariage ou une naissance. L'entreprise Mussolino Tradition fabrique des confitures, des soupes, des chutneys et propose des étiquettes personnalisées. Sachez que ces produits sont élaborés selon des méthodes de préparation et de cuisson traditionnelles. Les ingrédients, eux, sont soigneusement choisis par Henri Mussolino auprès des producteurs de la région. L'échéance de juillet 2012 approche pour les hébergements touristiques marchands, hôteliers, résidences, villages vacances, campings. Vous êtes adhérent au réseau tourisme de la CCIT de la Savoie. Eh bien, sachez que pour vous aider à faire face à cette obligation, la CCIT de Savoie vous propose des pré-diagnostics gratuits réalisés par des conseillers techniques spécialistes du sujet. Si le pré-diagnostic nouvelle classification hôtelière ou le pré-diagnostic nouvelle classification hôtellerie de plein air vous intéresse, contactez la CCIT pour toute information à un seul numéro, le 0820 22 73 73. Les dirigeants des chambres de commerce et d'industrie de Rhône-Alpes, PACA, Corse, Ligurie, Sardaigne, Piémont et Val d'Aoste viennent officiellement de donner naissance à l'association des CCI de l'Eurorégion Alpes-Med. Pour Jean-Paul Mauduit, président de la CRCI Rhône-Alpes, cette initiative, je cite, permettra de mieux travailler ensemble, mais aussi d'initier des actions plus pérennes qui vont au-delà des projets ponctuels. Parmi les premières actions envisagées, la promotion des ressources touristiques de l'Eurorégion à destination des professionnels nord-américains du tourisme et l'organisation à Bruxelles d'un congrès réunissant les 47 CCI locales et régionales. Pour voir ou revoir ce magazine TV, le site internet de la Chambre de commerce et d'industrie de la CCIT de Savoie ou sur la page CCI Savoie du célèbre réseau social Facebook. C'est tout pour l'instant. Merci d'avoir suivi cette émission économique et l'ensemble des magazines proposés cette saison sur TV8 Mont-Blanc. Quant à moi, je vous donne rendez-vous après l'été, au mois de septembre. À très vite.